Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Al24 News. Nous sommes en direct pour un nouveau numéro de l'échiquier international. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est sorti hier vainqueur des urnes. Il rempile pour 5 années à la tête de la Turquie. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan hanımefendi sizleri sevgiyle selamlıyor. Her şey Türkiye. Nous avons dit que nous allions gagner et faire en sorte que personne ne perde. C'est pourquoi la Turquie est aujourd'hui la seule gagnante. Göz bebeğimiz, o başkanımız. Le seul gagnant aujourd'hui, c'est la Turquie. Ce sont donc les mots à retenir du président turc Recep Tayyip Erdogan face à ses partisans en liesse. Hier, il s'était réuni devant sa maison à Istanbul, quelques heures seulement après l'annonce des résultats du second tour du scrutin présidentiel. Une chose est sûre, ce nouveau mandat à la tête de la Turquie offre à Erdogan une position encore plus forte sur le plan national, mais surtout sur le plan international. Nous allons ce soir débattre des enjeux internationaux, européens et régionaux pour la Turquie et pour son président. Quelle place pour la Turquie à l'aune des bouleversements que connaît actuellement le monde? Tous ces aspects, nous allons les aborder dans un instant avec nos invités. Quelle place pour la Turquie d'Erdogan dans la nouvelle reconfiguration du monde? Nous allons débattre avec nos invités ce soir. Carole Saba est avec nous depuis Paris. Bonsoir. Bonsoir Rime. Vous êtes avocat au barreau de Paris, analyste spécialiste des questions internationales. Abdenour Toumi, spécialiste en relations internationales, chercheur associé à l'Orsam, qui est le centre d'études pour le Moyen-Orient d'Ankara, est également notre invité. Bonsoir monsieur Abdenour Toumi, merci d'avoir accepté notre invitation et nous allons justement joindre d'un moment à l'autre monsieur Amir Arslani Ardavan qui est également auteur, avocat au barreau de Paris, essayiste, géopoliticien. On va le joindre d'un instant à l'autre. Avant de commencer le débat, direction Istanbul pour retrouver notre envoyée spéciale Sofiane Baroudi. Bonsoir Sofiane. Bonsoir Alain. Alors au lendemain de sa réélection, Erdogan doit être justement conscient de l'importance des enjeux de son nouveau mandat sur le plan interne, mais aussi et surtout sur le plan externe, dans un contexte international assez tendu. On va dire que cette réélection confère à la Turquie encore plus de poids. Déjà, la Turquie est un acteur géopolitique de premier plan. La Turquie est aussi une clé géostratégique très importante à la confluence de plusieurs espaces vitaux. On va citer par exemple déjà le Moyen-Orient où il y a eu déjà des pas qui ont été franchis. Par exemple, le rapprochement avec Damas après plus de 10 ans de discorde. Il y a aussi le Caucase où la Turquie est un acteur important, notamment en marge du conflit opposant l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Il y a aussi la Méditerranée orientale et la mer Égée, où la Turquie a un rôle très important. On peut citer aussi les Balkans. On a vu récemment aussi la reprise, si vous voulez, de tensions importantes au Kosovo, où la Turquie aussi est historiquement présente dans l'espace balkanique. Et il y a aussi un rapport à l'Union européenne qui est en pleine reconfiguration et en recomposition. La Turquie aussi a pris beaucoup d'importance en Afrique. Et aussi sur le dossier palestinien, Ankara est un acteur majeur, notamment sur la revendication principale qui est de la nécessité de doter l'État palestinien du statut de membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies, mais aussi la nécessité impérieuse de protéger le peuple palestinien contre les agressions récurrentes de l'entité sioniste. Il y a aussi d'autres dossiers très importants, notamment la poussée vers un monde multipolaire où Ankara multiplie les efforts pour essayer avec d'autres grands acteurs géopolitiques et d'autres grandes nations on va dire, d'imposer ou alors de mener le monde vers une recomposition internationale qui est nécessaire. Il y a surtout le dossier ukrainien où la Turquie a été le seul interlocuteur capable, dans un conflit de très haute intensité, de rapprocher la Russie et l'Ukraine, notamment sur l'accord sur les blés.
Merci Sofiane Baloudi, vous étiez avec nous depuis la ville d'Istanbul en Turquie. Donc je le disais, le monde est en effet, vous l'avez dit Sofiane Baloudi, est en plein reconfiguration. Carole Sabah, selon vous, quelle priorité pour Erdogan et pour la Turquie justement dans ses relations avec le monde ? Moi, je pense, bonsoir en premier, bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir. Je pense qu'on ne peut comprendre l'importance de l'enjeu de ce qui s'est passé de cette élection turque qui est un peu passée, pas forcément au forceps, mais pour la première fois, en fait, il a eu besoin d'un deuxième tour pour dire comment les choses sont un peu compliquées en interne, à l'intérieur même de la Turquie, mais aussi dans son positionnement régional et international. On ne peut comprendre, à mon avis, les vrais enjeux que si on pose des constats géopolitiques du monde aujourd'hui. Et les premiers constats que je mettrais, c'est que premièrement, on est en train de passer d'une géopolitique qui était statique, d'un monde qui était statique, la géopolitique, à une géopolitique qui est dynamique aujourd'hui. Dynamique et d'une manière qui s'accélère d'une manière très rapide. On est passé d'un monde qui était bipolaire à un monde unipolaire, que Hubert Védrine aimait appeler l'hyperpuissance américaine, à un monde aujourd'hui multipolaire. Et on voit très bien comment le multipolarisme se développe au détriment de ce qu'on appelle l'occidentalisation un peu du monde qui est un peu dépassée selon le grand diplomate français Michel Duclos qui parle de la désoccidentalisation du monde. Deuxième élément, c'est un retour aussi aux politiques néo-impériales qui est très importante. C'est-à-dire, on voit très bien comment il y a une politique néo-impériale russe, il y a une politique je ne parle pas d'impérialisme, je parle d'empire. Politique néo-impériale russe, politique néo-impériale chinoise, la politique néo-impériale de l'Iran, qui est plutôt persane aussi, mais aussi ottomane et de la Turquie. Troisième élément qui est très important pour comprendre, c'est la montée du Sud global, ce qu'on appelle le Global South. Le Sud global, c'est-à-dire des pays qui étaient des puissances régionales, qui d'une certaine manière étaient sous la coupe de l'Occident, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, en Inde, au Pakistan, qui aujourd'hui deviennent des acteurs régionaux importants et même des acteurs des puissances qui revendiquent un rôle au niveau international. Alors, là, je pense par exemple à la Turquie, je pense à pas mal d'autres éléments. Et donc, tout le débat est quelle est la position de la Turquie à l'intérieur même de ce monde. Moi, je pense que quelque part, Erdogan a enterré le kémalisme. On a deux projets qui étaient opposés dans cette élection, mais qui s'opposent depuis un certain temps. Le projet kémaliste, d'une certaine manière, qui était une occidentalisation de la Turquie. On voit très bien Mustafa Kemal Atatürk, comment il a occidentalisé la Turquie, qui a imposé l'État laïque, la laïcité à la française, qui a imposé en fait la religion dans l'ombre quelque part. Et il a parlé de la laïcité à l'intérieur et qui est restée sous la politique de l'OTAN. C'est une politique atlantiste très, très affirmée. Et la Turquie, depuis, avec les militaires, on continue dans cette politique. Erdogan, c'est tout l'inverse. C'est premièrement une alliance du populisme avec le nationalisme, avec le religieux. Donc ça n'a rien à voir. Il est en train de reléguer au contraire la laïcité au deuxième plan et mettre en exergue on va justement poser la question à Abdenour Toumi, qui est chercheur à l'Institut spécialiste en relations internationales à l'Orsam. Monsieur Toumi, quelle est justement, après la réélection d'Erdogan, quelles sont les priorités dans ses relations avec le monde ? Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est un peu ce qu'a résumé. C'est-à-dire son administration, là c'est le paradoxe turc, hein, on le voit que c'est le designer, c'est l'indicateur de cette politique étrangère qui est bien monsieur le docteur Ahmed Daoudoğlu et qui il y a quelques heures, dans l'autre camp, qui s'est rallié avec le candidat de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu. Donc ça, c'est le paradoxe turc. Donc qui voulait, c'est-à-dire en 2012, 2011, 2013, 2014, de positionner la Turquie sur l'échiquier d'abord régional et après dû aux mutations régionales et internationales qui ont complètement bouleversé l'échiquier international. Et bon, peut-être on évoquera ça après. On va y revenir. Permettez-moi donc, je ne sais pas si M. Ardavan Amir-Aslani est avec nous en ligne. Bonsoir M. Amir-Aslani. Monsieur Amir-Aslani, vous êtes avec nous ? Ardavan Amir-Aslani, on va essayer donc de le joindre. On va poursuivre justement avec vous, Carole Sabah. J'aimerais savoir quelle est justement la carte maîtresse pour la Turquie qui serait justement entre les mains d'Erdogan actuellement, qui lui permettent
de conserver ou de préserver son influence dans la région et même voire dans le monde. Ce qui démarque en fait Erdogan de Kemal, indépendamment de l'aspect de la laïcité et de l'aspect du conservatisme que mon collègue a bien souligné, c'est l'aspect d'une forme de reconquête, je dirais, de l'espace géopolitique en fait de la Turquie, mais pas de la Turquie du traité de Sèvres ni du traité de Lausanne. C'est une forme de Turquie qui veut renouer, comme l'a dit, avec l'artisan de cette politique néo-ottomane de Daoudoglu, qui voulait récupérer en fait tous les territoires dont la Turquie a été dépossédée en 1900, après la Première Guerre mondiale, en 1923, à travers le traité de Lausanne. Et principalement, c'était le retour vers le monde arabe. C'est-à-dire, on se souvient très bien de cette alliance, entre guillemets, entre les frères musulmans turcs et les frères musulmans de Qatari et de la puissance qatari dans le début des années, en fait, ce qu'on appelle le printemps arabe. Et comment, en fait, cette alliance entre les Qataris, qui n'était pas bien vue du côté saoudien, on voit aujourd'hui comment ils reviennent, la Turquie renoue aujourd'hui avec Damas, et elle renoue avec l'Arabie saoudite, mais elle revient un peu sur ses pas. Mais cette influence qu'a essayé d'obtenir de nouveau, en fait, la Turquie dans l'espace moyen-oriental, et elle a échoué d'une certaine manière, mais elle a retrouvé sa vocation. C'est quoi sa vocation? Dans le temps, il y avait un programme du Quai d'Orsay qui mettait en phase des personnes, en fait, de l'autorité publique, en fait, turque, avec des personnes qui montaient aussi en puissance en France. Et donc, l'idée, c'était de faire connaissance de part et d'autre. C'était l'époque où la Turquie voulait rentrer en Union européenne. Oui. Et donc, j'ai participé à ce programme du Quai d'Orsay et j'ai fait la connaissance du vice-premier ministre, en fait, qui s'occupait des finances. Un jeune fonctionnaire turc qui était très bien, après avoir dîné, et puis on a papoté pas mal ensemble. Je lui ai dit, si tu peux me définir la Turquie en un seul mot. Il m'a dit, la Turquie, c'est comme une tasse de café avec deux oreilles. La première, l'oreille de gauche, c'est une oreille européenne. L'oreille de droite, elle est une oreille en fait asiatique, turkmène. Oui. Et donc, si on veut boire le café avec les deux oreilles, on fait déverser le café sur nous-mêmes. Mais au contraire, à un moment donné, il faut faire un choix. Soit c'est l'Europe, soit c'est l'Asie. Et aujourd'hui, l'erdoganisme a fait le choix. Carole Saba, il reprend cette vocation un peu asiatique. On l'a compris, donc les enjeux sont multiples et hautement stratégiques pour la Turquie. On va justement poser la question à Ardavan Amir Aslani qui est avec nous. Bonsoir Monsieur Aslani. Bonsoir. Amir Aslani, vous êtes avocat au barreau de Paris, géopoliticien, essayiste. Votre dernier ouvrage s'intitule « La Turquie, nouveau califat » avec un point d'interrogation. J'aimerais vous poser la question sur cette Turquie à l'ère d'Erdogan. Erdogan a été donc réélu pour un nouveau mandat. Quelles sont les priorités d'Erdogan actuellement pour justement tenter de conserver son influence dans la région et même dans le monde? Si vous voulez, ce qui caractérise Erdogan, en fait, c'est un mélange de trois thèmes. Le néo-ottomanisme, sa volonté, si vous voulez, de conquérir davantage de territoires en Méditerranée orientale, en effectuant des forages illicites dans les zones d'exploitation économique exclusive de Chypre et de Grèce, contrôler l'émergence d'un Kurdistan indépendant au nord de l'Irak ou au nord de la Syrie, et également faire en sorte à ce que la Turquie puisse renouer avec ses racines altaïques de l'Asie centrale, avec le Congo que la Turquie a apporté à l'Azerbaïdjan dans la guerre qui a opposé ce pays à l'Arménie, notamment à travers un corridor qui va passer à travers le territoire souverain de l'Arménie, qui va permettre à la Turquie d'avoir un accès terrestre via l'Arménie, au Caucase et à l'Asie centrale. Et il y a une troisième dimension également qu'on oublie. Oui. Le titre de mon ouvrage, effectivement, c'est « La Turquie, nouveau califat », point d'interrogation. Je crois qu'aujourd'hui, on peut carrément enlever le point d'interrogation et le remplacer par un point d'exclamation. Oui, vous êtes affirmatif. Oui, incontestablement, absolument. Et de devenir réellement, parce qu'il est frère musulman, ça a été rappelé, le leader du monde musulman sunnite, opposé aux pétromonarchies arabes du Golfe Persique en Libye. Il a défendu le gouvernement islamiste de Serraj contre le maréchal Haftar, soutenu par les pétromonarchies du Golfe Persique. Donc c'est quelqu'un qui a trois axes, le néo-ottomanisme, le pan-turquisme et l'islamisme qui le caractérise. Et effectivement, il va poursuivre sa politique erratique. Il va arrêter définitivement toute démarche vers l'Europe, démarche qui est cause de frustration chez le peuple turc. Ça fait 30 ans que ça dure et on ne voit pas la fin.
je crois qu'ils vont tirer un trait définitif sur leur espoir d'intégrer l'Union européenne et ils vont basculer totalement à l'Est en adoptant une politique très pragmatique, comme sur la question de l'Ukraine. Un coup, on soutient l'Ukraine en vendant des armes, tout en proclamant une neutralité au sein de l'OTAN. De l'autre, on accueille le président Poutine via visioconférence à l'occasion de l'inauguration, si vous voulez, de la première centrale nucléaire turque. Donc on va avoir un électron libre qui va agir au sein de sa sphère géopolitique et qui va être incontestablement une source d'instabilité régionale. On le voit d'ailleurs. Si vous suivez un peu, c'est sûrement le cas, la question du Kosovo, il y a des émeutes qui ont lieu de manière quotidienne. L'OTAN sur place a engagé militairement ses forces face aux Serbes. Il y a des manifestations majeures, si vous voulez, qui se passent aujourd'hui en Serbie. Je ne serais pas étonné qu'aujourd'hui, le lendemain de sa réélection pour ce troisième mandat présidentiel, aussi incroyable que ça le soit, aussi irrationnel que ça puisse l'être, qu'il quitte l'OTAN. Ah, est-ce que vous y croyez justement sur cette position de la Turquie actuellement au sein de l'OTAN? Carole, je vais demander la question, je vais poser la question à M. Abdenour Toumi. Monsieur Abdenour Toumi. Oui, moi je ne crois pas qu'il va, c'est-à-dire prendre une décision aussi volontariste que celle-ci, c'est-à-dire de se retirer de l'OTAN, parce qu'il sait très bien, enfin pas lui, mais la Turquie, c'est très bien que bien évidemment, on a parlé d'imitations internationales qui ont, si vous voulez, bouleversé l'ordre ou l'échiquier mondial. Enfin, je dirais tout le contraire. Il va se positionner justement dans cette posture-là qui lui permettrait, donc qui permettra à la Turquie justement, enfin, de se positionner comme un médiateur crédible, c'est-à-dire dans tous les conflits qui secouent non seulement la région, mais c'est-à-dire bon, la mer du Nord, le Moyen-Orient, et aussi quand on parle de l'OTAN, il n'y a pas que, c'est-à-dire même les Américains, c'est-à-dire ne souhaiteraient pas, c'est-à-dire perdre un allié aussi fort et puissant, c'est-à-dire bon, maintenant le président réélu Recep Tayyip Erdogan est sorti renforcé après cette élection, après cette victoire, et on voit très bien que bon, enfin les Occidentaux, les leaders occidentaux n'étaient pas vraiment chauds à cette réélection, mais maintenant ils vont apprendre à cohabiter avec ce personnage, donc avec cette nouvelle Turquie qui justement s'est positionnée dans une posture, c'est-à-dire je dirais de stabilité. Et quand on parle, c'est-à-dire de stabilité, donc c'est-à-dire l'indéterminant de la politique étrangère, enfin du Çavuşoğlu en ce moment, c'est bien évidemment, c'est-à-dire de se positionner comme une force de stabilité dans la région et comme un médiateur crédible vis-à-vis des conflits régionaux et internationaux, et tout en restant au sein de l'OTAN. Carole Saba, quel est votre point de vue sur cette question? Moi, je rejoins un peu M. Toumi, en fait, dans cette analyse. Je ne suis pas tout à fait d'accord, même si je suis d'accord avec le constat de mon confrère Aslani sur le califat, l'OTAN, l'Union européenne, la politique caucasienne, etc. Oui. Enfin, j'ai parlé, en fait, de la vocation asiatique et en Asie centrale et autres. Mais si on prend, par exemple, sur le califat, le conservatisme d'Erdogan, ce n'est pas un conservatisme passéiste, c'est un conservatisme qui comprend le monde d'aujourd'hui, parce qu'il est populiste, il est en même temps en fait nationaliste et il est en même temps en fait religieux. Donc c'est un mélange des trois. Et ça rejoint quelque part ce qui se passe en Europe. C'est pour ça, pour moi, en fait, c'est pas le genre de dire on va installer un califat et on revient en fait 1500 ans en arrière. Au contraire, il va garder un équilibre en faveur en fait de la religion. C'est un peu comme la démocratie chrétienne européenne d'après la Deuxième Guerre mondiale, une forme de démocratie illibérale, et je le souligne, exactement la même politique de démocratie illibérale quelque part que revendique d'une manière très forte Erdogan. Mais Erdogan, en fait, a décidé, et c'est ça le contraire du kémalisme. Le kémalisme, c'était un alignement sous l'OTAN. C'était une occidentalisation de la Turquie. Ouais. C'était la laïcité. Erdogan, c'est tout le contraire. Mais ce n'est pas la sortie de l'OTAN. C'est d'une certaine manière partir de la base, qui est la base asiatique, la base de sa géopolitique naturelle, dans le monde arabe, dans la Méditerranée orientale, dans le prolongement de l'espace turcomène,
pour justement quelque part en fait enquiquiner à la fois l'Europe, enquiquiner les États-Unis, enquiquiner les autres pays. Il ne faut pas oublier que Mackinder, en fait, au début du XXe siècle, je termine là-dessus, a parlé de cette géopolitique des trois blocs qui sont en train de se constituer aujourd'hui. C'est le début du XXe siècle. Le grand géopoliticien anglais, il a parlé du heartland, c'est-à-dire en fait cette notion du cœur. Et là où se déroule aujourd'hui en fait l'Ukraine, la guerre en Ukraine, c'est ça le heartland. Et la théorie des 3B américaines, en fait, c'est Berlin, il ne faut pas l'oublier, Berlin, Byzance, c'est-à-dire Istanbul et Bagdad. Carole Saba, je suis dans l'obligation de vous interrompre. On arrive pratiquement à la fin de l'émission. J'aimerais donner le dernier mot à monsieur Amir Aslani Ardavan, s'il vous plaît. Donc, on l'a dit, on est face à un nouveau monde, un nouveau jeu géopolitique. Quel regard porte justement l'Occident à cette Turquie, à cette nouvelle Turquie, si l'on puisse le dire, monsieur Amir Aslani? Vous avez raison, on peut parler d'une nouvelle Turquie parce que 100 ans après la création de la République turque par Atatürk, on a un anti-Atatürk au pouvoir. Ils sont inquiets, à cause justement du comportement erratique d'Erdogan. Quand je parlais de l'OTAN, comment voulez-vous qu'on puisse compter sur la Turquie, pays qui installe sur la base de l'OTAN Incirlik, qui est la principale base au Moyen-Orient en Turquie, des missiles antiaériens S-400 russes? Comment voulez-vous que l'on puisse considérer que la Turquie est un partenaire fiable, si vous voulez, de l'OTAN, alors que la Turquie, l'aviation turque, tous les jours, a des heurts avec l'aviation grecque au-dessus des îles contestées et avec l'aviation chypriote? Comment voulez-vous qu'on puisse parler de Turquie comme allié de l'OTAN alors que Erdogan proclame Monsieur Amir Aslani, malheureusement, ils vont se réveiller et ils vont avoir l'armée turque qui aura débarqué. Monsieur Amir Aslani, malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur ce dossier toujours avec vous. Merci donc à tous mes invités, Carole Saba qui était avec nous depuis Paris et Abdenour Toumis, également notre invité. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.